Alors, Pierre Mertens, j'ai dit à quelqu'un tout récemment, je vais rencontrer Pierre Mertens. Il m'a dit, ouh là là, c'est un monstre sacré. Sacré, je ne sais pas, un monstre sans doute, oui. Un monstre sans doute. Alors, moi, je connaissais... On est toujours le monstre de quelqu'un, vous savez. Ouais. Ouais. Ben, c'est-à-dire que j'ai eu le Rossel lui-même assez jeune. Oui, ça j'ai vu ça. Et c'était un peu étonnant parce qu'à l'époque, il fallait être candidat. En 70, hein? Oui, c'est ça. Et il fallait être candidat et je n'avais pas été cette année-là. C'était un de vos premiers bouquins, c'était vraiment la divine surprise, comme on dit. Un de vos premiers bouquins, vous veniez à peine... Le tout premier. Je trouve d'ailleurs que, à prix littéraire, plus tôt vous l'avez, mieux ça vaut. Parce que comme ça, vous ne devez pas y penser. Et j'avais commencé une espèce de grande trilogie sous le titre Paysage avec la chute d'Icare, qui intriguait très fort ma femme. J'étais marié à l'époque. Une autobiographie. Et en subrepticement, elle avait porté le manuscrit qu'elle avait tapé elle-même, sans me le dire, à Marcel Thierry, qui était un grand écrivain de l'époque et qui était secrétaire perpétuel de l'Académie, pour lui demander ce que ça valait. Et Marcel avait été particulièrement élogieux, mais il m'a dit, il y a un problème, c'est que c'est pas fini. Ah non, dit-elle, et je crains pour lui, je crois que ça c'est son vice, qu'il n'arrive jamais à le finir, et ça va toujours prendre plus d'ampleur et tout. Ben écoutez, poussez-le à terminer, et alors il faudra qu'il le propose au Rossel. Et puis, grâce à une rencontre avec un poète français, Paul Perret, qui était en clandestinité en Belgique parce qu'il fuyait la guerre d'Algérie, et qui m'avait entendu lire dans un café, qui est La Fleur en papier doré, il m'avait dit, c'est un livre qui sera magnifique, et quand il sera terminé, il faut l'envoyer au plus grand éditeur français vivant, qui est Jean Quérol. Et Jean Quérol dirigeait la collection Écrire au Seuil. Et je me suis toujours souvenu de ça. Et quand, à un moment donné, j'ai vu que Quérol dirigeait une revue, et je lui ai envoyé une nouvelle. Et alors il m'a envoyé un télégramme que je n'oublierai jamais, où il m'a dit, écoutez, une bonne et une mauvaise nouvelle, la revue n'existe plus, mais vous êtes un écrivain, venez tout de suite. Et je suis allé voir Quérol, 27 rue Jacob à Paris, et il m'a dit, maintenant c'est très bien les nouvelles, mais il faut vous mettre au roman, et ne vous en faites pas, chaque fois que vous serez venu à bout d'un chapitre, vous me l'envoyez, et je vous donne ma réaction. Et on a travaillé comme ça. Je ne sais pas s'il y a des éditeurs qui fonctionnent encore d'une manière aussi encourageante. Je doute. Et à un moment donné, je continuais d'écrire, un peu comme ma femme m'avait laissé prévoir, je ne terminais jamais rien. Et à un moment donné, je téléphone à Quérol et je dis, alors Jean, vous avez bien reçu mon dernier chapitre? Oui, oui. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, tout va bien, il est chez l'éditeur. Il est à l'imprimerie. Vous allez recevoir les épreuves dans 15 jours. Mais je dis, Jean, le livre n'est pas terminé. Si, il est terminé. Vous ne le savez pas, mais il est terminé. Écoutez, vous êtes écrivain, moi je suis éditeur. C'est mon jugement, et il est bon. Si vous voulez faire une suite, vous ferez un volume 2. Vous avez fait vos 3 mousquetaires, vous allez faire vos 20 ans après, et puis le Vicomte de Bragelonne. Mais pour l'instant, les 3 mousquetaires sont en impression. Et le livre a paru. C'était pour l'Inde et l'Amérique, c'est ça? L'Inde ou l'Amérique. Et avec une magnifique préface de Pierre Gascard, qui était un grand écrivain de l'époque. Et donc j'ai été très propulsé par ces gens-là, par Quérol, par Gascard, par tout ce qui était une modernité de l'époque. Rob Grillet avait lu le bouquin avec beaucoup de plaisir, enfin voilà, ça leur avait tapé dans l'œil. Et m'étant souvenu que ma femme avait proposé une première fois le manuscrit au Rossel, sans succès puisque le livre n'était pas terminé, j'omets et j'oublie tout simplement d'envoyer l'Inde ou l'Amérique à Adrien Jans, qui était secrétaire du jury. Et un samedi soir, coup de téléphone, monsieur Mertens, ici Adrien Jans du jury, si vous receviez le prix Rossel, vous ne le refuseriez pas. Oui. Et je me dis, c'est un copain qui me fait une blague, je le trouve d'ailleurs de mauvais goût. Et je dis, espèce de... Je ne sais pas pourquoi tu trouves ça drôle, moi je trouve pas ça drôle du tout, pas du... Bah écoutez monsieur, je ne veux pas être drôle, les gens, je suis vraiment le vrai secrétaire. Et voilà, et il se fait que vous avez le prix, mais comme vous ne l'avez pas soumis, on se dit peut-être qu'il a des préjugés contre, qu'il n'aime pas les prix littéraires, enfin... Bah, je dis, je suis enchanté de le recevoir, c'est quand? Ben écoutez, c'est mercredi midi, dans tel restaurant. Ouais, c'est toujours mercredi midi. Comme... Être président du Rossel, c'est quand même le prix le plus important en Belgique, peut-être à côté de celui de l'Académie. Mais... écoutez, c'est un prix qui est né un an avant moi. On va bientôt fêter son 80e anniversaire.
Le dernier, c'est incroyable. C'est un écrivain qui sort son premier bouquin. Voilà. On l'a eu dans l'émission. Enfin, il en avait écrit 7 avant qui avaient été refusés. Oui. Donc voilà, c'était son premier livre publié. Non, parce que vous avez écrit des textes sur la Belgique qui sont terriblement durs. Hein. Ah ben je crois que qui aime bien châtie bien. Ah oui, bah là vous aimez bien. C'est Hein. l'amour-haine, oui. La médiocrité belge chez vous, c'est quelque chose oui, de... c'est rédhibitoire. Oui. Mais je crois que j'ai écrit un texte en particulier qui s'appelle La voix de ma maîtresse, où je règle un peu mes comptes avec ça. En fait, on peut dire que votre littérature est très engagée politiquement. J'aime pas trop le mot parce qu'il est galvaudé. Il y a des gens qui, parce qu'ils signent une pétition au Café de Flore, au Café des Deux Magots, disent qu'ils sont engagés. Pour eux, c'est un engagement bidon. Vous alliez sur place. Hein. Ah oui, moi j'ai besoin de toucher les pays. Mais je rebondis parce que dans cet engagement, un homme comme Régis Debray, qui est quelqu'un de très engagé, il a quelque part lodifié votre bouquin Les bons offices. Ah, il l'a sacralisé, il a dit que c'était un des grands livres du XXe siècle, je n'en suis pas encore tout à fait revenu. J'ai écrit ce livre en 72-73. C'était après la guerre des 6 jours de 67. Et j'avais été pour la première fois en Palestine et en Israël à l'époque. Et je me suis dit, ce serait intéressant de figurer un médiateur, un monsieur Bons-Offices, comme on disait autrefois pour le secrétaire général des Nations Unies. On désignait le Scandinave Dag Hammarskjöld pour l'époque. Et j'ai dit, je vais imaginer... Qui a été assassiné aussi. Je vais imaginer un médiateur, mais belge. Écartelé, exactement comme je le suis. C'est-à-dire à la fois pro-palestinien et pro-israélien, écartelé entre deux femmes, parce qu'il aime une Palestinienne et il aime sa femme, écartelé dans tout, pris par le doute, pris à la gorge par le doute, et finissant par en mourir. Mais moi, je trouve que le titre qui est le plus marquant, enfin, personnellement, c'est quand même Les éblouissements. Oui, je crois que c'est... Parce que ce qui est formidable, c'est qu'en langue française, le mot éblouissement a deux sens. Le mot éblouissement, une fois de plus, c'est toujours le double chez moi qui fonctionne. Quand vous êtes ébloui, vous avez parfois les yeux grands ouverts et vous êtes frappé presque dans l'extase par la beauté de l'univers. Et puis aussi, quand vous êtes ébloui, vous fermez les yeux et vous êtes aveugle. Eh bien, Ben a vécu les deux. C'est incroyable. C'était un médecin, je crois. Hein. C'était un médecin. Berlinois. Un médecin remarquablement humain. Berlinois. Berlinois. Oui. Petite de conditions très modestes et qui a vécu la Première Guerre mondiale en Belgique. J'ai revu tous les lieux à Bruxelles où il a navigué. Il avait un cabinet rue Saint-Bernard. Ouais. D'ailleurs, on a mis une plaque en l'honneur du bon bouquin. Si vous passez par là, vous verrez, c'est ici qu'a vécu Gottfried Benn, héros des éblouissements de Mertens. Il y a une petite plaque de cuivre à l'entrée de la rue. Et le thème qui est étonnant, c'est que vous, en tant que juif, vous faites en fait la biographie d'un médecin qui a eu qui a été fort tenté par le nazisme. Il a été tenté, il a cédé à la tentation, il a entendu l'appel des sirènes nationales-socialistes, mais il s'est ressaisi. Et à la fin de sa vie, il a écrit des poèmes anti-hitlériens extrêmement virulents, sous un autre nom. Et donc, si vous voulez, il y a une rédemption chez cet homme. Vous dites l'erreur d'une vie et la vie d'une erreur. Voilà, exactement. Et je raconte comment un homme, même très humaniste au départ, n'est pas préservé de l'aveuglement. Vous avez parlé tantôt d'une certaine dégénérescence de notre société. Je ne sais pas si c'est le terme exact que vous avez employé, il faudrait que je réécoute. Le déclin. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe est en train de dégénérer, je dis à tous les plans, donc sur le plan moral, bon, c'est déjà évident sur le plan militaire, sur le plan politique, ça c'est clair, on a moins d'importance qu'avant, mais sur le plan moral, sur le plan... éthique, oui. Oui. Oui, je sais que c'est... Je ne suis pourtant pas un esprit chagrin, je ne nage pas dans l'amertume, je n'ai pas des rêves d'apocalypse et tout ça, mais je trouve qu'on est quand même on traverse une période de réelle décadence, de basculement dans la société du spectacle. Il n'y a pratiquement plus aujourd'hui de critiques littéraires dignes de ce nom. Ce n'est qu'un signe parmi bien d'autres. C'est une chose qui me frappe. C'est pour ça que l'utilité d'un prix comme le Rossel est réelle. Sinon, on pourrait se dire, bah ça les prix, tout ça, qu'est-ce que c'est que ces prix, ça ne sert à... Et en Belgique ? Il y a le meilleur et le pire. Mon ami Alain Bosquet disait,
la Belgique est le pays où il y a le plus grand nombre de mauvais écrivains au kilomètre carré.